Quand on voit des Européens avec l'état d'esprit du type « soutenons l'hégémonie américaine ou occidentale en Ukraine », parce que si nous perdons en Ukraine, cela enverrait un mauvais message à la Chine et détruirait d'une certaine manière l'hégémonie occidentale, depuis ce moment-là jusqu'à ce qui se passe actuellement avec l'affaire du Groenland. Il s'efforce tant de convaincre l'administration Trump de ne pas s'emparer du Groenland. D'un autre côté, on voit le Premier ministre canadien dire que l'ordre international fondé sur des règles, c'est un banquier, il sait de quoi il parle, est terminé. Que se passe-t-il dans l'esprit de ces Européens avec le Canada? Ont-ils vraiment le sentiment qu'un changement profond est en train de se produire? Comment pourriez-vous ne pas le remarquer si vous observiez la scène mondiale? Cela se produit sans Donald Trump. Cela se produit parce que, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, et je continuerai à le dire, le pouvoir quitte l'Occident pour se déplacer vers l'Orient. Et c'est une transition spectaculaire. Il y a actuellement un exposé qui circule sur Internet, en fait deux. L'un est présenté par un Singapourien de 95 ans, probablement l'un des plus grands experts mondiaux de la Chine. L'autre est strictement économique dans sa présentation. Ils affichent à l'écran, et je pense que c'est assez exact, une centaine de paramètres différents, allant de la technologie à l'agriculture, en passant par les plastiques, et bien d'autres encore, montrant qui est en tête et qui a le plus de potentiel pour l'avenir. Dans près de 70% de ces domaines, c'est la Chine qui domine, et certains d'entre eux sont particulièrement cruciaux. Il est également très clair pour Carney et pour les gens comme lui, qui observent le monde. C'est un homme d'affaires en réalité, pas un type à la Trudeau. Lorsqu'il regarde le monde, il voit cette fuite de pouvoir. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis essayent, de manière très incohérente à mon avis, avec ce genre de stratégie hobbesienne, comme je l'ai appelé, de détourner cela, de l'arrêter, de le bloquer, peu importe. Une grande partie de la motivation du Venezuela, par exemple, était de montrer à d'autres dirigeants sud-américains ce que nous pouvons leur faire, parce que la Chine nous devance en Amérique du Sud, et de façon massive. 60% du commerce avec la plupart des grandes nations d'Amérique du Sud, y compris la vôtre, se fait avec la Chine et non avec les États-Unis. C'est un renversement énorme en 15 ou 20 ans. Et ça se produit presque partout dans le monde, comme le faisait remarquer ce Singapourien de 95 ans. Et cela ne nous plaît pas. Cela ne nous plaît pas du tout. Jusqu'à présent, notre manière de gérer la situation, et j'ai même observé cela sous la deuxième administration Obama et un peu sous celle de Bush, a consisté en des sanctions, des actions militaires et des tentatives de créer le type de chaos que nous pensons capable d'arrêter ce déplacement du pouvoir. Nous avons tort. Cela ne fonctionnera pas. Nous voulons entraîner la Chine dans cette confrontation d'une manière cinétique. Mais cela n'arrivera pas non plus. Car la Chine ne va pas se détruire elle-même. Elle restera à l'écart et nous laissera nous entretuer. Et merci bien. Nous faisons déjà un assez bon travail dans ce domaine. Carney le comprend, et je pense qu'il essaye de préparer le Canada à un monde alternatif dont il sait qu'il finira inévitablement par arriver. Et cela lui a donné l'occasion de le faire de manière assez spectaculaire, en raison de l'incompétence de Trump à gérer ce monde-là. Je ne pense pas un instant que Carney aime ce qu'il fait, ou qu'il y prenne plaisir, ou qu'il ait le sentiment que ce n'est pas une véritable rupture avec le passé. C'en est une. Mais il comprend que cela doit se produire afin de s'adapter à la puissance croissante de la Chine et de ses alliés. Nous parlons probablement de 60% du PIB mondial regroupé autour de ce bloc, voire davantage. Rappelez-vous 1945, lorsque nous détenions 51% du PIB et que le reste du monde était prosterné à nos pieds. Nous ne reviendrons jamais à cette époque. Nous n'y retournerons jamais.
En fait, nous nous en éloignons de plus en plus et la Chine est en train de prendre le dessus. Cela met en colère beaucoup de gens dans ce pays, en particulier un grand nombre de ces milliardaires tapis dans l'ombre derrière Trump. Ils veulent agir, et de temps en temps, ils veulent agir de manière cinétique. Des choses comme l'Iran, le Venezuela et ainsi de suite visent autant la Chine pour lui dire dégage, qu'elle ne réponde à une raison précise liée à ces pays. Mis à part, comme Larry a tout à fait raison de le dire, le fait d'enrichir Trump et ses acolytes comme Singer et d'autres qui se spécialisent dans la production de diesel à partir de pétrole brut lourd. Eh bien oui, laissez-moi développer un peu là-dessus. Vous savez, les gens aux États-Unis qui s'affolent à propos de cette menace venant de la Chine, ils me font penser au type qui déménage au Minnesota, se réveille en décembre, voit de la neige par terre et est choqué qu'il y ait de la neige par terre. Oh mon Dieu, d'où vient toute cette neige? Eh bien, c'est ce qu'on trouve au Minnesota en hiver. Les Chinois, en ce qui concerne leur implication économique en Amérique centrale et du Sud, bon sang, ce n'est pas un secret ça. Ils le font depuis, disons, 30 ans, d'après mon expérience personnelle. Je veux dire, quand nous avons créé Berg Associates en 1998, nous avons mené beaucoup d'enquêtes sur la contrefaçon de produits dans la zone franche de Colón, au Panama. Bon sang, les Chinois étaient partout. Ils géraient 3 grands ports à conteneurs, qui déplacent un volume énorme de marchandises à l'extrémité nord du canal de Panama, à Colón. Les Chinois en étaient propriétaires et les administraient, et cela depuis des années. Et puis, vous savez, les casinos. J'ai fait un peu de travail de conformité pour quelques-uns d'entre eux, afin d'évaluer les risques de blanchiment d'argent. Ils sont remplis principalement de joueurs chinois. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Occident fait semblant de dire « Mon Dieu, il faut arrêter la Chine, elle s'étend ». Mais ils sont déjà là. Ils font cela depuis longtemps. Il faut donc prendre du recul et se demander pourquoi, tout à coup, nous sommes devenus si obsédés par cette question. Je veux dire, qu'est-ce qui a changé? Ce que je vois qui a changé, c'est que l'Amérique, par ses propres blessures auto-infligées, en détruisant sa propre base industrielle, tandis que la Chine a tranquillement continué à renforcer la sienne, nous en voulons à la Chine de faire ce que nous avons été incapables de faire, ou de faire le contraire de ce qu'elle a fait. Et pourtant, il faut se souvenir qu'une partie de ce qui se passe en Chine découle de notre ouverture à la Chine sous Nixon. Ils ont réagi à cela en passant d'un strict État communiste agraire à, eh bien, on aime dire qu'ils sont un État communiste, mais bon sang, si c'est ça le communisme, alors il fait pâlir le capitalisme. Ils sont avisés sur le plan commercial et incroyablement productifs. Et au lieu de les accueillir, de dire « Hey, nous sommes heureux d'avoir pu vous aider à devenir ce que vous êtes », et de chercher un moyen de bâtir un partenariat avec eux, de travailler avec eux d'une manière collaborative, tout ce que nous faisons, c'est les diaboliser à outrance. Nous nous convainquons qu'ils sont un fichu ennemi qu'il faut arrêter, détruire, contre lequel il faut faire la guerre. Parce qu'on entend cette rhétorique venir du commandant adjoint de l'Indo-PACOM, ce qu'on appelait autrefois le PACOM. Et ensuite, quand les Chinois réagissent à nos menaces, nous faisons semblant d'être surpris. Je pense que nous avons complètement perdu la tête. I think we've lost our damn minds. I would agree. Je suis d'accord. Et ce Singapourien de 95 ans, je le recommande à tous ceux qui veulent le regarder, c'est sur YouTube. Deng Xiaoping a essentiellement exprimé exactement ce que Larry vient de décrire, il y a bien longtemps. Et je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à être aussi incroyablement efficace en nous amenant à nous détruire nous-mêmes. Mais c'est essentiellement ce que nous avons fait. Une grande partie de ces changements économiques se produit
parce que nous avons commis tant d'erreurs, notamment le fait que nos entreprises ont quitté le pays pour s'installer en Chine. Ce dont Larry parle, en termes de collaboration et de coopération économique, était la raison pour laquelle le président que j'ai servi a permis à Colin Powell, en tant que secrétaire d'État, de disposer d'un domaine d'action dans lequel il pouvait opérer, malgré Cheney et malgré Rumsfeld, en ce qui concerne l'OMC et l'adhésion de la Chine à celle-ci. Aujourd'hui, les républicains nous accablent pour avoir fait cela, parce que nous avons donné à la Chine, eh bien, je suis désolé, mais regardiez-vous le monde. Compreniez-vous ce qui se passait? Pourquoi n'avez-vous rien fait sur le plan intérieur pour empêcher cette industrie de se délocaliser massivement en Chine et d'y emporter les emplois, et ainsi de suite? C'est autant notre faute que le fruit de l'habileté, de la stratégie ou de la compétence de la Chine. Et vous savez, maintenant nous réagissons parce que, bon sang, la situation nous échappe, et elle nous échappe à certains égards. Mais il n'y a rien que vous puissiez y faire. Il n'y a rien que vous puissiez y faire. Mais je pense que Larry a raison. Il faut le faire principalement pour deux raisons, enfin pour beaucoup d'autres aussi, les armes nucléaires et la nécessité, comme Poutine l'a répété encore et encore, de relancer un régime de traité et d'imposer certaines limites à ces choses avant qu'elles ne nous ruinent tous, y compris Xi Jinping. Et la crise climatique, nous n'en faisons pas grand-chose. Et cela m'est incompréhensible, sauf si l'on considère que cet homme n'aime rien qui ne corresponde à sa morale. La crise climatique va nous dévorer, et elle va commencer à nous dévorer de plus en plus chaque fichue année qui passe, jusqu'à la fin du siècle quand il sera trop tard pour faire quoi que ce soit, et que nous flotterons tous quelque part en essayant de comprendre quoi faire, parce que la nouvelle technologie ne nous aura pas envoyés sur Mars ou quelque chose du genre. La situation en 1991-1992, c'était « Construisons un monde dans lequel nous pouvons tous coopérer et collaborer, car nous faisons face à ces défis dont les armes nucléaires ne sont pas le moindre. » Puis nous avons eu une série de présidents qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient et qui, pour la plupart, servaient les mêmes intérêts que ceux que nous voyons derrière Trump aujourd'hui, et ils ont mis le bazar. Et ensuite, Trump est arrivé pour en quelque sorte coiffer ce désordre d'un chapeau. Et c'est essentiellement ce qu'il sait faire. Nous avons nous-mêmes mis le monde sens dessus-dessous, surtout depuis la défaite de George H.W. Bush aux mains d'Israël, soit dit en passant. Et les présidents qui lui ont succédé étaient inexpérimentés, parfois grossièrement inexpérimentés, et ont écouté ces gens-là, exécutant leur volonté. De la stratégie du clean break à ce que Trump fait aujourd'hui avec Israël, c'est tout simplement inconcevable qu'un dirigeant d'un pays agisse ainsi avec le dirigeant d'un autre pays. George Washington se retournerait dans sa tombe. Il y tournerait même en voyant cela. Voilà où nous en sommes. Peu importe qui est le géant dans le monde, ce n'est plus nous. Et nous en sommes furieux. Qu'est-ce qui motive autrement des gens comme J.D. Vance et d'autres autour de Trump, qui ont peut-être un cerveau, mais coopèrent plus ou moins avec lui dans sa folie? Voici ce que dit Vance à Larry, a pour objectif principal, le but essentiel au Groenland. Le simple fait est que le Groenland est important pour la sécurité nationale américaine, car toute notre défense antimissile repose sur cette sécurité. Les médias, obsédés par le Groenland, oublient complètement pourquoi le Groenland est réellement important. Et si, Dieu nous en garde, je ne dis pas que cela va arriver de sitôt, mais si un pays étranger lançait un missile contre les États-Unis, nous aurions besoin de contrôler l'Arctique pour abattre ce missile. Tout notre système de défense antimissile
dépend de cette sécurité arctique. Pendant ce temps, les Chinois, les Russes et même les Danois, qui contrôlent le Groenland, admettent qu'ils veulent prendre le contrôle de cette installation. Ils veulent contrôler cette île, cette masse terrestre. Cela nous affaiblirait. Cela rendrait notre pays plus vulnérable. Cela signifierait que si le président négociait avec un dirigeant étranger, il aurait moins de levier, car il pourrait le menacer de manière crédible, menacer la souveraineté et la sécurité territoriale des États-Unis d'Amérique. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Bullshit. Bull. Foutaise. I've lost all respect C'est n'importe quoi. for J.D. J'ai Vance. complètement What he perdu said tout was just respect a pour lie. J.D. Vance. One lie after another. Ce qu'il a dit là, c'est simplement So, un again, mensonge. let's go back Un and mensonge look après at l'autre. the history. Alors, encore une fois, revenons en arrière et regardons l'histoire des 75 dernières années. Les États-Unis ont signé un accord de, je ne sais pas comment l'appeler, défense mutuelle ou autre, avec le Groenland et le Danemark. Mais en substance, le Groenland a toujours été considéré comme relevant du parapluie de sécurité de l'OTAN. Et pendant toute cette période, il n'y a jamais eu un seul moment où nous avons demandé à faire quelque chose, déployer des forces, construire une base, peu importe, et où le Groenland ou le Danemark nous ont envoyés promener. Ils ne nous ont jamais dit non. Non, bien au contraire. Alors, il faut prendre du recul et se demander encore une fois pourquoi cette soudaine obsession. Why the sudden obsession? Now, the notion that Russia Maintenant, l'idée que la Russie veuille s'emparer du Groenland, que ce soit une priorité pour elle, pourquoi? En ce moment, étant donné la taille et la superficie terrestre de la Russie, elle entoure environ 53% du cercle arctique, le Canada en possédant environ 40% et le reste étant occupé par l'océan. Donc l'idée que la Russie ait besoin du Groenland pour, je cite, contrôler l'Arctique, c'est tout simplement un mensonge, premièrement. Mais deuxièmement, comment contrôle-t-on l'Arctique? Je veux dire, on prononce ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Est-ce que ça signifie qu'on peut y naviguer, le traverser, y déployer du personnel? Eh bien, devinez quoi? Les États-Unis ne le peuvent pas. Nous avons un brise-glace. En réalité, nous en avons deux, mais l'un est en panne, donc il ne nous en reste qu'un. Et nous avons la Norvège qui nous en construit un autre, censé être prêt dans 2 ans. Ensuite, nous en avons 5 ou 6 autres en commande qui ne seront probablement pas livrés avant 4 ou 5 ans. Et la Russie alors? Eh bien, la Russie possède 40 brise-glaces, dont 10 à propulsion nucléaire. Nous ne sommes donc même pas dans la course sur le plan technologique. Et pourtant, nous voilà en train d'essayer de provoquer un conflit avec le Groenland et le Danemark. Encore une fois, dans quel but? Parce qu'il n'y a pas de véritable urgence pour le moment. La Chine ne menace pas de s'en emparer. Nous continuons à entretenir ce mensonge, à manipuler l'opinion publique américaine en prétendant que, oh, l'Iran est une menace terroriste qu'il faut les arrêter. La Russie est une menace, elle nous attaque, elle est expansionniste. Leitchunmius. China's a threat. And yet, take those 3 countries. Et pourtant, prenez ces 3 pays, additionnez le nombre total de leurs bases militaires à l'étranger, additionnez le nombre de fois où ils ont attaqué d'autres pays, tué des gens, des citoyens d'autres nations. Et vous savez quoi? Le seul pays qui se trouve en tête de cette liste n'est ni la Chine, ni la Russie, ni l'Iran. C'est les États-Unis. Si nous suivons la définition du terrorisme donnée par Bibi Netanyahu, que j'approuve, il l'a présentée dans l'émission Crossfire de Bill Buckley en 1987. La définition était très simple, élégante. L'usage de la violence contre des civils à des fins politiques. Selon cette définition, le premier pays terroriste au monde, ce sont les États-Unis. By definition, is the United States. Indisputable. Indiscutable. Vous savez, au minimum, nous avons causé des morts.
Nous avons contribué à la mort de 500 000 Iraniens pendant la guerre Iran-Irak à cause de notre soutien à Saddam Hussein et de la fourniture des produits chimiques précurseurs utilisés pour fabriquer le gaz moutarde qui a été employé contre les Iraniens. Vous savez, ce n'est pas la Russie qui a envahi l'Afghanistan ou l'Irak. 2 fois. Et franchement, ce n'est pas la Russie qui a déclenché la guerre civile en Syrie. C'est nous qui l'avons fait. Nous avons une légion, des seaux entiers, de sang sur les mains. Et nous passons tout notre temps à diaboliser ces autres pays, en prétendant qu'ils représentent une menace énorme pour nous, alors qu'en réalité, nous sommes la plus grande menace pour nous-mêmes, pas eux. J'ajouterais que nous sommes le seul pays au monde à imposer un tel niveau de sanctions aux autres. Des sanctions qui, dans certains cas, sont plus meurtrières pour les populations de ces pays et non nécessairement pour leurs dirigeants que les bombes. Et le deuxième plus grand terroriste au monde est Bibi Netanyahou en Israël. Si vous avez vu ce que Francesca Albanese a publié récemment, et je pense qu'elle a raison, je crois que le nombre de personnes qui seront ensevelies sous cette belle ville que Trump dit vouloir construire sous le béton se rapproche plutôt de 300 ou 400 000, dont environ 75% de femmes et d'enfants, que des chiffres du ministère de la Santé du Hamas, qui sont absurdes. Oui. Colonel, quel est l'objectif si ce que J.J. Vance n'est pas le cas? Quel est l'objectif au Groenland? Que dire de notre ambassadeur au Danemark, l'homme que Donald Trump a envoyé pour représenter les États-Unis là-bas? Regardez ses déclarations. C'est un milliardaire, je ne me souviens plus de son nom pour le moment, et j'espère ne plus jamais l'entendre. Mais il convoite, regardez ce qu'il a dit, il convoite les minéraux sous la calotte glaciaire du Groenland et il les exposera devant vous. Apparemment, l'une des premières choses qu'il a dites en présentant ses lettres de créance au peuple danois a été « Nous voulons le Groenland et nous l'aurons ». C'est l'ambassadeur de Trump. Oui, je crois qu'il s'appelle Ken Howery. Vérifie simplement. Ouais. Oui, eh bien, c'est l'autre chose qu'on entend sans arrêt. On va au Venezuela, soi-disant parce qu'ils ont des terres rares. On va au Groenland parce qu'ils ont des terres rares. Nous avons des terres rares ici, aux États-Unis. Je veux dire, juste au nord de chez moi, à environ 30 minutes de route, il y a la mine Mosaïque. C'est l'une de ces grandes compagnies minières américaines. Ils ont extrait tout le gypse et les résidus, ce qu'il reste de ce qu'ils sortent, ils les entassent. Ces tas contiennent des terres rares, non? Nous les avons. Le problème, ce ne sont pas les minerais de terres rares brutes, c'est leur traitement. Et il n'y a qu'un seul pays au monde capable d'assurer un traitement industriel de ce matériau, et c'est la Chine. C'est pour cela que la Chine détient le monopole des terres rares. Ce n'est pas que les terres rares soient si rares qu'on ne les trouve qu'à certains endroits, elles sont plutôt abondantes. Mais c'est le traitement, bon sang. Et vous savez, personne ne semble, nos responsables politiques américains ne semblent tout simplement pas comprendre cela. Et l'un des problèmes auxquels l'Australie est confrontée en ce moment, c'est la pression que nous exerçons pour essayer de les faire revenir dans ce secteur, car ils étaient autrefois un grand transformateur de métaux rares. Puis la Chine les a pratiquement mis hors jeu, car c'était beaucoup moins cher de le faire là-bas. C'était une autre partie du plan de Deng Xiaoping. Il a déclaré, je cite, « Nous aurons 95% du marché dans 20 ans ». Ils ont essentiellement mis l'Australie hors du marché et nous les pressons d'essayer de relancer leurs installations de traitement qui sont à l'arrêt, mais cela coûterait très cher. Pendant ce temps, nous ne le faisons pas nous-mêmes. Et comme Larry vient de le dire, tant pis pour vos alliés.
Larry, je veux parler un peu de ce qui se passe en Syrie, parce que les deux forces qui sont d'une certaine manière soutenues par l'administration Trump, les Kurdes et le gouvernement actuel en Syrie, le gouvernement HDS, ont, à cause de cette sorte de lutte, de cette confrontation que l'on observe là-bas, libéré des combattants de l'État islamique, ce qui, nous le savons, suscite une grande inquiétude dans la région. Même l'Irak a dit « Envoyez-les dans les prisons en Irak », simplement pour éviter tout type de chaos à cause de ces individus. Ce ne sont pas des gens ordinaires, ce sont des personnes extrêmement dangereuses. Et nous savons à quel point tous les pays de la région ont essayé de les emprisonner. Alors que se passe-t-il? Que fait l'administration Trump? Que veut-elle faire pour éviter que cela ne se reproduise? Je ne pense pas qu'ils sachent, et je doute qu'ils aient vraiment un plan ou qu'ils aient réfléchi sérieusement à tout cela. Je veux dire, les contradictions ici sont tout simplement incroyables. Pour commencer, comment pouvez-vous affirmer que l'État islamique est actif et opérationnel? Donald Trump les a détruits. Nima, pourquoi détestes-tu l'Amérique? La CIA les garde probablement dans un refuge quelque part, men, afin de pouvoir les faire sortir quand ils en ont besoin. Et de toute façon, nous avons nommé l'un des terroristes de l'État islamique. Il faisait autrefois partie de l'EI, mais il est ensuite passé à d'autres organisations terroristes. Il est maintenant président de la Syrie. Ils sont donc trop occupés à tuer des chrétiens et des alaouites. Et puis il y a, vous savez, le soutien de longue date aux Kurdes. En réfléchissant au dernier siècle d'implication des États-Unis dans les relations internationales, je vois les États-Unis comme une Lucie malveillante, vicieuse et diabolique, celle de la bande dessinée Peanuts de Charles Schulz. Lucie essayait toujours d'inciter Charlie Brown à tirer dans le ballon. Elle posait le ballon et disait « Allez, Charlie, tire !» Charlie s'élançait pour frapper le ballon et elle le retirait au dernier moment. Come on, Charlie, kick it. Charlie would run up and try to kick it. She'd pull it away. Legs would fly up. Ses jambes s'envoleraient en l'air et il tomberait sur son cul. Alors, encore et encore, nous voyons ces différents groupes ethniques, les Kurdes. Fais-nous confiance, mec. Travaille avec nous, nous t'aiderons, nous protégerons ton peuple, nous veillerons à ce que tes intérêts soient défendus. Et puis, fais juste cette guerre pour nous. Va en Iran. Vois si tu peux tuer quelques Iraniens pour nous, ou peu importe. Et puis, quand les représailles arrivent, qu'ils se font tuer et qu'ils viennent nous demander de l'aide, on leur dit « Qui êtes-vous? Je ne me souviens pas de vous avoir rencontré. » Nous avons fait la même chose avec les Hmong au Cambodge et au Laos. Nous avions tous ces groupes asiatiques qui nous soutenaient pendant la guerre du Vietnam. Nous les avons trahis. Franchement, j'attends que quelqu'un fasse ce que j'appellerais le véritable film d'horreur. Et ce film d'horreur, ce serait celui-là. Au lieu d'une simple apocalypse de zombies, ce seraient tous ces gens, ces étrangers, qui ont combattu au nom de ce qu'ils pensaient être une cause américaine, que les États-Unis avaient incité à prendre les armes, à aller tuer d'autres personnes, se relevant d'entre les morts, s'unissant et venant nous attaquer pour se venger. Parce que vous savez, ce que nous faisons ici en Syrie, souvenez-vous, il y a plus d'un an, ils célébraient. Oh, la Russie a été repoussée. L'Iran a pris un coup sur le nez, nous avons la situation sous contrôle. Et aujourd'hui, les deux camps que les États-Unis sont censés soutenir s'entretuent dans une guerre totale. La Turquie peine à exercer son influence, et Israël aussi. Donc, la seule chose que nous savons faire, c'est détruire. Ouais. Tu peux aussi ajouter dans le lot de ceux qui devraient nous détester, les Tchèques et les Hongrois. Ouais.